Bienvenue à Franchement les Tourneaux. Cette semaine, c'est un spécial L'avenir de la culture à Longueuil. On a commencé il y a déjà 3 semaines à transformer un peu la formule Franchement les Tourneaux et débattre d'enjeux d'actualité, mais qui sont collés sur la réalité de Longueuil, sur la réalité de l'agglomération. On a discuté pas mal la dernière fois de l'aéroport de Saint-Hubert, qui est maintenant l'aéroport métropolitain de Montréal, l'aéroport de Longueuil, dans le fond. Et on a eu pas mal de bonnes réactions du public. Parce que, disons que c'est un projet qui est quand même assez controversé. Il y a des pour, il y a des contre. Alors, on a eu besoin quand même d'1h30 pour démêler tout ça, éclairer le public. Et on a travaillé, évidemment, en compagnie de Benoît Normand, qui est notre journaliste au FM 103.3. Bonjour, Jacques. Oui. Benoît, qui est avec nous encore aujourd'hui. Oui, très, très, très intéressé encore par le débat aujourd'hui. Puis on dit débat, mais en fait, on va avoir un peu la présentation de tout le monde, la philosophie de tout le monde sur l'avenir de la culture à Longueuil, en Montérégie. Ça va être très intéressant d'entendre tout le monde sur ces points de vue-là. Tout à fait, parce que, comme je viens de le mentionner, la dernière fois, on était plus dans le débat, comme je disais à nos invités. Aujourd'hui, on va être plus dans la conversation, dans la discussion, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu au niveau de la culture. On va le voir bien au contraire. Il y a des enjeux, mais il y a des enjeux quand même qui sont assez larges, parce que quand on parle culture, des fois, les gens vont avoir en tête théâtre, oui, c'est vrai. La musique, oui, c'est vrai. La littérature, la poésie, les spectacles. Et depuis plusieurs années, ça fait quand même débat au Québec, la place de la culture dans notre société, surtout quand on regarde sur le plan politique avec les gouvernements. Comment cette question-là, souvent, passe après bien d'autres choses, hein? Les projets d'infrastructure, le réseau routier, les hôpitaux, les écoles, puis tout le monde est bien d'accord pour dire qu'il faut tout financer. Ça fait réagir les pizzerias du Québec, disons-le comme ça. Ça a fait réagir les pizzerias du Québec. Peut-être qu'on en parlera, oui, un peu plus loin. Mais tout ça pour dire qu'on va y aller bien tranquillement en commençant d'abord la discussion avec nos invités autour des annonces qui ont été faites par le gouvernement de la CAQ avec le fameux 200 millions annoncé par Mathieu Lacombe d'investissement en culture, voir un peu comment c'est reçu. Puis après, on va se diriger plus sur des enjeux locaux. Mais d'abord, je veux présenter nos invités. Stanley Février. Bonjour, Stanley. Bonjour. Alors, qui est natif de Port-au-Prince, mais qui vit à Longueuil depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et qui est un ancien travailleur social. Exactement. Et qui aujourd'hui est à l'écriture, à la création. À la création d'art visuel, l'écriture, la recherche et surtout dans une posture d'engagement social où ce que j'utilise l'art comme un outil de transformation sociale. Donc, ça veut dire au-delà du regard d'une œuvre d'art, comment le visiteur ou le spectateur est actif dans l'œuvre en prenant part. On va voir ça plus tard. Oui, tout à fait. Puis c'est intéressant de rappeler que tu es un résident de Longueuil, mais que tu ne t'exprimes pas que sur la scène de Longueuil, mais que tu es aussi à l'international. Non, je suis à l'étranger, mais malheureusement, j'ai pas de studio à Longueuil. Donc ça, c'est un truc qu'on en parlera lorsqu'on parle d'enjeux à Longueuil en art. Donc, je suis obligé, malheureusement, d'avoir un studio à Montréal. Donc, je me bats depuis 2006 pour des ateliers, pour que les artistes puissent avoir des lieux de création, des lieux de diffusion et surtout des lieux pour être en contact avec la population. C'est bien. Alors, on va y revenir dans la discussion. Véronique Bigras, qui est avec nous. Bonjour, Véronique. Bonjour. Qui est directrice marketing au sein du groupe Faneuf. Le groupe Faneuf qui est installé à Longueuil depuis... 54 ans. Qu'est-ce que ça fait, le groupe Faneuf? Maison de production, donc depuis 54 ans, maintenant entièrement tournée vers l'humour, production de spectacles, donc des humoristes comme Louis-José Houd, Simon Leblanc, François Bellefeuille et La Relève aussi. Donc, on suit évidemment tous les enjeux liés à la culture, à son développement, à son financement, à l'importance de la culture dans notre société, mais dans une orientation quand même qui est celle de l'humour. On a déjà été en musique, on en a parlé un peu hors... Oui, absolument. Musique, tantôt. avec le temps, les intérêts, puis la demande, on a choisi on a priorisé l'humour. Des fois, c'est plus simple de spécialiser. Donc, c'est le choix qu'on a fait. Et on est très heureux comme ça. Bien, merci d'être là. Jean-Marc Desjean, qui est poète, oui. Ancien prof de littérature, à la retraite, 30 ans au cégep, Édouard Montpetit? 33. Quand même. 33 ans. Toujours actif? Oui, toujours. En écriture, en poésie? En poésie, j'ai fait de la nouvelle,
des textes de réflexion sur l'écriture, justement sur la culture, etc. Et la place de la culture dans notre société. Oui. Donc, on aura la chance d'échanger sur votre vision, puis sur comment on devrait, particulièrement à Longueuil, s'intéresser davantage à la question de la culture. Dominique Lapierre, bonjour. Bonjour. Directrice générale du Théâtre de la Ville de Longueuil depuis 2021. Exactement, en pleine pandémie. En pleine pandémie, on s'était déjà rencontrés d'ailleurs, Oui, un peu après effectivement. votre arrivée. Le Théâtre de la Ville, pour le public, pour les gens qui nous écoutent. Une institution à Longueuil, ça fait 35 ans que le théâtre existe. On est un diffuseur pluridisciplinaire, donc on fait de l'humour, on fait de la musique. Donc Véronique parlait d'humour-musique, mais on fait beaucoup de théâtre, de la danse, on fait toutes les disciplines du cirque. On est connu avec notre majeur en théâtre de création. On a un événement annuel, les fenêtres, regards sur le théâtre en création. Donc, on est vraiment connu au sein de l'industrie pour tout ce qu'on fait en résidence de création. On a un studio également. On a 2 salles, une salle de 900, une salle de 400. Donc, on a un petit complexe culturel au cégep. Donc, j'ai plein de liens ici autour de la table. On parlait de 33 ans au cégep, mais nous, ça fait 35 ans qu'on est au cégep. Puis avec le groupe Faneuf, naturellement, on travaille avec certains des humoristes qui travaillent avec le groupe Faneuf également. Avant d'aborder la question des enjeux pour Longueuil, oui, en passant, il y a aussi Vincent Pascal qui va se joindre à nous, qui est directeur général et artistique du Théâtre Tout-Terrain, qui a eu un empêchement. Il doit avoir des bouchons de circulation et tout à Longueuil, j'imagine. Mais il va se joindre avec nous tantôt pour la discussion. J'aimerais ça, avant d'aborder les enjeux pour Longueuil à partir de vos réalités, comment vous avez reçu l'annonce de Mathieu Lacombe? Parce qu'on le sait, il y a eu des manifestations même du monde de la culture, des coalitions, les gens qui disaient la culture est toujours sous-financée, c'est jamais une priorité de la part des gouvernements ou de la part des villes. Alors là, le gouvernement de la CAQ, qui n'avait pas nécessairement la réputation d'aller dans le sens d'un rehaussement du financement, a annoncé quand même 200 millions du côté du Théâtre de la Ville. Tiens, comment ça a été reçu, cette annonce-là? Nous, on était extrêmement contents parce que notre réseau Rideau faisait partie du Front commun, puis on avait quelqu'un qui était là pour militer en notre faveur. C'est sûr qu'on ne sait pas comment tout ça va se décliner par la suite. Donc, qui va avoir la part du gâteau, bien ça va être à déterminer par la suite. C'est sûr qu'il y a des laissés pour compte, là. Il y en a qui parlaient des musées. Il y a d'autres disciplines qui n'étaient pas inclus dans tout ça. Donc, on va voir. Mais toute nouvelle comme ça, c'est une excellente nouvelle. Aussitôt qu'il y a un investissement supplémentaire, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. Donc, nous, on l'a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, quand on s'intéresse à la culture, quand on s'intéresse à la place que la culture occupe dans notre société et qu'on voit qu'un gouvernement décide de mettre l'épaule à la roue, on reçoit ça positivement, j'imagine, quand on est du côté de la littérature et de la poésie. Ça dépend. Si tout finit par être du béton, ça ne touche pas beaucoup les écrivains, ça ne touche pas beaucoup les chercheurs, etc. Je dirais, il y a cette mauvaise habitude, je pense, un peu partout dans le monde, d'investir dans le béton, d'investir dans des trucs de spectacle, etc. Mais pour ce qui est de la recherche, du travail à la maison, il n'y a pas beaucoup de... Habituellement, je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans le prochain budget, mais disons que très souvent, c'est pour des lieux de spectacle, etc. Et les lieux de spectacle, oui, c'est une part importante de la culture, évidemment, on n'a rien contre, mais ce n'est pas la seule chose qu'il y a dans la culture des lieux de spectacle. Oui. Mais quand, par exemple, vous disiez tantôt dans votre présentation que vous n'en aviez pas, puis là, je ne veux pas faire le débat tout de suite sur on a-tu besoin à Longueuil, auront-on un jour à Longueuil un théâtre ou une salle de spectacle digne de... Juste des infrastructures. Juste des infrastructures, exact. Mais quand vous nous dites, vous, que vous n'avez pas de place à Longueuil, quand vous entendez une annonce comme celle-là, qu'est-ce que ça résonne pour vous? Absolument rien. C'est pas une bonne nouvelle, le 200 millions de Mathieu Lacombe? C'est pas une bonne nouvelle. C'est la manière dont l'argent va être investi. Voilà. Et ça, on ne le sait pas encore. Lorsqu'on est une grande institution, oui, on bénéficie de ces argents-là. On peut voir ce qui se passe, exemple, aux Beaux-Arts de Québec, la nouvelle construction de Rue Opel,
à Montréal, le musée d'art contemporain. Mais les artistes, eux, ils ont eu quoi? C'est 150 millions, c'est 200 millions investis dans du béton. Mais les 200 créateurs... le 200 millions du CAC, c'est pas dans le béton. Non, je sais. C'est vraiment ça, c'est dans les programmes qui exact, soutiennent mais il y a les une institutions. différence, il y a une différence. On va vous donner la parole, on va le laisser terminer. Exemple, le CALC a financé les centres d'artistes. Savez-vous combien de centres d'artistes ont fermé? Mais les gros joueurs, c'est eux qui ont eu tout le financement. Je ne vais pas nommer le nom des centres. Et ils ont même eu des bonus. Vous voyez, quand on a un nom établi, je pense que le problème de la culture au Québec, c'est d'arrêter de financer que des valeurs sûres. On ne prend pas de risques en art. Ce qu'on fait, on reproduit un système. Ça fonctionne, je mets ça en guillemets. On reproduit ce qui est sécure. Donc, l'émergence, les prises de risques, c'est eux qui n'ont pas de financement. Donc, on doit revoir. Ce n'est pas que l'argent qu'il n'y a pas dans le milieu de l'art au Québec. C'est comment cet argent-là est distribué et à qui et pour qui. Donc... Dominique, vous vouliez réagir? Oui, bien, j'ai réagi. Oui. Par rapport Non, mais au c'était montant correct. du calque, c'est ça. Au montant du calque, bien, c'est sûr et certain, comme je disais d'entrée de jeu, il y en a qui sont laissés pour compte, mais les subventions présentement pour le calque ne visent pas les infrastructures. Il y a des... Donc, on parle de production. Exactement, c'est ça. C'est le financement des artistes, le financement des organismes culturels, tout ce qui est infrastructure, mais là, je vais prêcher pour ma propre paroisse. Ça fait 15 ans qu'on attend d'avoir de nouvelles infrastructures, de rénover nos lieux. Ça fait 35 ans qu'on a un théâtre qui est bâti au sein du bâtiment du cégep et on a grandement besoin d'avoir un renouveau à ce niveau-là. Et ça, il n'y a pas d'argent pour les infrastructures. Puis c'est la même chose pour les résidences d'artistes, là. Nous, on prêche pour avoir des lieux où il y a même, dans nos rêves les plus fous, là, d'avoir un lieu où il y a des appartements pour des artistes, puis ensuite qu'ils puissent venir faire des résidences chez nous, dans notre studio. On aime ça rêver. Ça s'est produit à l'Assomption. Ils ont construit des appartements pour des artistes. Nous, c'est ce qu'on rêverait, mais il n'y a pas d'argent présentement pour tout ce qui est infrastructure. Mm-hmm. Des fois, ça vaut la peine d'investir dans du béton quand c'est pour un milieu de vie, pour pouvoir faire rayonner la culture. Je ne parle pas juste du béton où il n'y a rien qui se passe, mais vraiment d'avoir un milieu de vie. C'est de trouver l'équilibre, j'imagine. Exactement, parce qu'on a besoin d'en avoir pour pas que les gens puissent en profiter, que les artistes soient sur scène. On a besoin d'avoir des lieux qui ont de l'allure. Oui, parce que si on a une scène et on n'a pas de production, la scène va être vide. Mais en même temps, si on fait de la production puis on n'a pas de place pour l'exprimer, ça va devenir effectivement c'est un écosystème. Un problème. Il y a un petit nouveau qui vient de se joindre à nous, Vincent Pascal. Bonjour. Bonjour. Vous étiez pris dans le trafic. Vous allez parler dans le micro parce que oui, ça va me faire plaisir. En fait, je suis vraiment désolé. J'étais en représentation ce matin, puis il y a eu une alerte d'incendie là où j'étais. Fait que ça a retardé l'ensemble de nos activités, ce qui a fait en sorte que ça a retardé mon arrivée chez vous. Vincent Pascal est directeur général et artistique du théâtre Tout-Terrain, notamment, et bien d'autres choses aussi. Oui. On est en pleine discussion sur les annonces de Mathieu Lacombe. Oui. Parce que, évidemment, en introduction, je disais, on va parler de Longueuil, on va parler des enjeux de Longueuil, mais de façon un peu plus large quand même, on a souvent l'impression, de la part des gouvernements, que la culture, c'est pas une priorité. Alors là, il y a bien du monde qui ont dit bravo, 200 millions, c'est pas rien. Et là, disons que la conversation s'animait autour de cette question-là. Ça a été bien reçu de votre côté, l'annonce de Mathieu Lacombe? Évidemment que de la part de l'ensemble des intervenants en art vivant, cette annonce-là, elle est la bienvenue. Après, j'entendais, évidemment, on va attendre de voir aussi comment cet argent-là va ruisseler, comment ça va se rendre aux différents organismes, aux artistes. Au-delà de ça, j'écoutais hier une heure d'entrevue que M. Lacombe a donnée aux gens du Devoir. Oui. Et vraiment, je trouvais les interventions très pertinentes parce qu'au-delà de, effectivement, d'investissement financier, Dominique parlait d'un écosystème, puis j'entendais le ministre Lacombe hier parler d'un écosystème résilient, puis de voir comment on va être capable, dans le futur, de réfléchir sur le plan de la province
à avoir un écosystème qui prend en compte les diffuseurs, les producteurs, le public, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éducation de public à faire, puis de faire en sorte que les gens s'intéressent à la culture locale. Je pense que la politique internationale, en ce moment, nous envoie le signal de s'intéresser à ce qui se passe ici. Puis, ben, tant mieux. Je pense que tout ça, ça crée des contre-mouvements qui sont vraiment intéressants. Après, c'est je pense, de rester à l'affût pour voir comment l'argent est investi, pour voir aussi comment nous, comme artistes, comme diffuseurs, on se positionne, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de contribuer à nos communautés. Je pense que quand l'art est financé par le public, ben, c'est important de ne pas juste se dire « Ah, ben moi, je suis un artiste et je fais ce que j'ai envie de faire et moi, ma création », puis un peu de s'intéresser à qu'est-ce qu'on propose puis qu'est-ce qu'on partage avec nos communautés. Oui, tout à fait. Peut-être deux mots pour présenter le théâtre. Ben oui, absolument. C'est gentil. Le Théâtre Tout-Terrain, la compagnie que je dirige, c'est une compagnie de création qui est basée ici à Longueuil depuis 2007. À l'origine, la compagnie se destinait à faire de la production essentiellement ici, à Longueuil, puis en Montérégie. Puis, entre autres, grâce à l'appui du Bureau de la culture puis des bibliothèques, on a développé des projets qui ont commencé à s'exporter puis à rayonner davantage un petit peu partout dans la province. Puis, je dirais que justement, le Tout-Terrain essaie de faire en sorte qu'on a une culture qui se déverticalise un peu, de faire en sorte qu'il n'y ait pas du petit théâtre, du moyen théâtre, puis du haut théâtre. Donc, on travaille avec les diffuseurs spécialisés, mais on travaille aussi à faire du théâtre d'intervention dans plein de cas. On travaille beaucoup en théâtre jeunesse, donc aussi directement avec beaucoup d'activités de médiation dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, avec des centres communautaires. On participe à plein d'interventions. Dans les prochaines semaines, on travaille avec un truc avec le service de police de l'agglomération de la ville de Longueuil, qui est une grande activité de sensibilisation autour des bonnes habitudes de conduite pour les finissants des écoles secondaires à l'approche de la période de la fin d'année puis des balles, tout ça. Excellent. Donc, vous êtes quand même assez multi. Là. On est très tout-terrain. Vous êtes très tout-terrain, comme votre nom le spécifie. Sur la question du financement, comment on a reçu ça, Véronique Bigras, cette annonce-là de Mathieu Lacombe? On ne peut pas être contre, évidemment. Là, donc, heureux. Pour nous, mais surtout, moi, je soulignerais, ce sont toujours les artistes qui vont dans la rue, qui clament haut et fort les besoins pour l'ensemble de la culture. Ils ont souvent l'air des chialeux, puis c'est pas le cas. Puis ils ont raison de se battre. Puis je trouve que enfin, on souligne, puis on reconnaît la nécessité d'investir en culture. Puis j'espère sincèrement que cet argent-là va vraiment redescendre aux artistes, puis qu'ils vont pouvoir contribuer parce que la créativité, l'émergence, la relève, c'est important. C'est la culture de demain. Donc, je souhaite vraiment qu'une grande partie de cet argent-là soit redonnée. Puis si je peux me permettre, le milieu de l'humour, c'est difficile avec l'humour dans le sens où on a l'impression que c'est un des milieux qui est le plus populaire, que ça fonctionne bien. Il y a beaucoup d'humoristes et on a l'impression que c'est aussi des artistes qui prennent beaucoup la place dans le milieu culturel. Est-ce qu'il y a trop de place qui est donnée? Est-ce qu'il y a trop pour les humoristes versus le reste de l'art qui est moins connu, moins populaire? Ben, je dirais pas ça, c'est mon gagne-pain. Ben, oui. Mais en fait, ce que je dirais, c'est que je pense que ça répond à une demande. Et souvent, j'ai eu la chance de participer à une table de concertation au Théâtre de la Ville. Puis je pense aussi que ça répond, ça permet des fois des domaines, disons, plus publics, grand public. Ça permet aussi de financer d'autres offensives, de financer du théâtre plus émergent, d'aller ailleurs. Puis des fois, c'est cette clientèle-là en humour qu'après, on peut attacher puis leur ouvrir l'esprit sur d'autres formes de disciplines. Puis moi aussi, en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui m'excite beaucoup dans mon travail, hein, c'est de dire, oui, on a cette chance-là de rejoindre beaucoup de gens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour leur faire aussi découvrir autre chose? Des fois, ça va être des spectacles de la relève, puis des fois, on peut les amener vers d'autres formes d'art. Donc, je pense que ça fait partie aussi de notre mandat de grand public, là, de reprendre la balle au bon. Oui. J'aimerais ça, avant qu'on aborde les enjeux pour Longueuil, quand même vous relancer. Il nous reste peut-être un 7-8 minutes avant d'aller au bulletin de nouvelles. Et j'aimerais ça vous relancer. Je me mets à la place du public qui nous écoute. Puis là, on parle de financement, le rôle de l'État, tout ça. Je suis sûr qu'il y a du monde qui disent « Oui, mais avant de financer la culture, on doit financer autre chose. » À Maisonneuve-Rosemont, par exemple, pour ne pas la nommer, hier encore, ça faisait l'actualité. Les enjeux d'éducation, les enjeux de santé, l'infrastructure. C'est quoi, selon vous, l'apport de la culture dans une société? Ça serait quoi vos arguments de vente, là, mettons, une minute et demie chaque? On n'est pas juste dans un rapport à la finance, pas juste une dépense, mais c'est peut-être aussi un investissement. Allez-y. Je dirais qu'il y a deux difficultés pour la culture. C'est le fait que les gens ne voient pas les retombées physiques. On est dans un secteur où c'est des retombées affectives, émotionnelles, un épanouissement de bien-être intellectuel.
Et là, la COVID-19 a démontré la valeur même de la culture. Exemple, tout était fermé. Qui entretenait la population? Ce sont les artistes. Donc, tous les musées du monde entier ont ouvert leurs portes, des plateformes gratuites en ligne. Les chanteurs allaient chanter pour les gens qui sont dans les centres d'accueil. On avait une profusion de l'art partout sur la planète en même temps dans un même lieu. Et là, les gens ont compris l'impact de la culture sur une population. Malheureusement, 5 ans plus tard, là, on a un oubli de ça. N'oubliez que c'est un service essentiel. Exact, à la vie humaine. Moi, j'ai toujours dit, l'art, là, c'est le moteur d'une population, d'une société. En dehors de ça, c'est ce qui nous ramène à nous questionner de ce que nous sommes en tant qu'individus, en tant que peuple, en tant qu'identité. Tout tourne autour de l'art. L'identité est la culture, donc elle est majeure de ce que nous sommes. Comment on peut définir une société sans culture? Oui. Monsieur Desjans, comment on vend la culture dans une société comme la nôtre? J'espère qu'on ne la vend pas. Je pense qu'elle est reçue, mais j'ai suivi au moment où Notre-Dame de Paris, par exemple, a réouvert après l'incendie, etc. C'est extraordinaire ce que ça peut signifier pour une population Notre-Dame de Paris, qu'on soit croyant ou pas, là, c'est un élément de la culture française, etc. Les gens se reconnaissaient. Même quelqu'un comme Trump s'est déplacé pour la réouverture de... Donc, Notre-Dame de Paris est plus forte que Trump, en fait. Et c'est sûr. Donc, tout le... Comment je pourrais dire... La culture, c'est effectivement une reconnaissance de soi, c'est une vision de soi, c'est soi qui existe à travers, que ce soit à travers la musique, etc. Pendant effectivement la pandémie, combien j'ai reçu de permission de faire des lectures qui étaient distribuées à gauche et à droite. C'était des poèmes. Eh bien, les gens écoutaient les trucs, applaudissaient, etc. Et peut-être que maintenant, ils n'iraient plus voir une lecture, entendre, mais ils en avaient besoin d'entendre une voix humaine, d'avoir une voix rythmée, etc., etc. Les gens en avaient besoin. Et effectivement, c'est un élément essentiel de l'identité, de la reconnaissance de soi à travers la culture. Les retombées sociétales sont évidentes. En même temps, quand on parle de culture, je pense que vous avez fait une étude, vous, sur les retombées économiques. Oui. Pour $1 investi en culture, même, puis là, on va s'en aller du côté de Longueuil, là, mais Oui. vous avez fait des études qui démontrent que, Oui, Réseau économiquement... Scène, effectivement, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Réseau Scène, puis on était 17 diffuseurs qui se sont mis ensemble pour cette étude-là qui a été faite par ces réseaux. Et les retombées économiques sont quand même majeures là, juste à Longueuil. Puis ça, cette étude-là a été faite en sortie de pandémie. Donc, ça veut dire que probablement qu'en 2025, l'impact sera encore plus grand. Ce qui ressortait, c'est que pour chaque spectateur qui venait au Théâtre de la Ville, il y avait 56 $ à chaque sortie culturelle qu'il faisait qui était réinvesti dans la communauté. Donc, quand on calcule avec le nombre de spectacles qu'on a, stationnement, exactement, taxi. tous les services autour, ça fait quand même plus de 2 millions par année qui réinvestit dans la communauté au niveau économique, juste un soir de spectacle. Là. Donc, Oui, tout à fait. Non, je tenais à le mentionner parce que, bien sûr, un investissement, pas une dépense, mais en même temps, il y a aussi des dimensions économiques à la culture, puis votre étude le démontre bien. Quand on est tout terrain au niveau du théâtre, les bienfaits de la culture, du travail que vous faites. On les observe vraiment, encore, sans tomber dans le mauvais jeu de mots, sur le terrain, on le voit avec les enfants, puis avec les jeunes avec lesquels on travaille. Évidemment, ces répercussions-là au premier degré, elles sont évidentes. Après, comment on les voit avec un pas de recul, c'est un peu moins évident. Souvent, en fait, j'ai l'impression que le vocabulaire qu'on utilise pour parler de tout ça, la culture, c'est un très... Définir c'est quoi la culture, c'est déjà pas un problème, mais c'est une bonne question, je pense. Puis, de la même façon où on a tendance à se dire que c'est des dépenses en culture versus des investissements, par exemple, je pense que l'impact, on le voit
encore une fois, dans toutes les petites façons dont une journée sans culture, ça serait quoi? Pour chaque personne. Sans musique, sans télé, sans art vivant, sans art visuel, pas d'œuvre sur aucun mur. Sans roman, sans littérature. Exactement. Je pense que, en fait, on sait pas ce que c'est. Parce qu'elle fait tellement partie de nos vies, c'est tellement imprégné. Parce que la culture, c'est le tissu social que, au final, ça devient très, très difficile d'évaluer son impact. Elle fait de la même façon qu'on ne calcule pas l'impact de je sais pas, vous comprenez un peu le principe. Ah, absolument. Essayez de vous imaginer que l'Europe, que la France, que l'Italie cessent d'investir dans Notre-Dame de Paris, dans Versailles, etc. Essayez de vous imaginer l'argent que les gouvernements dépensent à Venise pour maintenir Venise à flot. Mais essayez de vous imaginer l'argent qui est dépensé en Italie. C'est pas grand-chose par rapport à ce qu'ils investissent. Si on se compare à l'Europe, oui, effectivement. Non, mais en Europe même, je veux dire, ça leur coûte des milliards d'euros par année d'investissement, mais qu'est-ce que ça leur rapporte avec tous les visiteurs qu'il y a, etc. C'est incroyable. Il nous reste peut-être 1 minute et demie avant d'aller à la pause. Véronique Bigra, du côté du groupe Faneuf, l'humour dans notre société quand même. Hein? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pense qu'on a besoin de rire, on a besoin de beau aussi. Puis je pense qu'on a fait la démonstration longtemps avec le sport que c'était essentiel pour notre santé physique. L'art, c'est un peu la même chose. Hein? On a besoin pour notre santé mentale, on a besoin de se sentir bien. Je pense que c'est peut-être là le débat qu'on doit avoir sur c'est essentiel. Peut-être que ce serait une solution aussi pour le système de la santé. Ça vient d'où, ça, cette idée-là qu'il y a peut-être trop d'humoristes? On entend ça souvent. Ça vient pas de chez nous. Ça non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que ça vient pas de chez vous. Non, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On s'en va à la pause avec le bulletin d'information. Et au retour, on va parler de la culture à Longueuil. Assez ou pas financée? On est de retour à Franchement les Tourneaux, notre spécial L'avenir de la culture à Longueuil. Mon ami Benoît Normand, qui est journaliste à la station, qui participe et co-anime en quelque sorte. Oui, exact. Ton fou du roi de côté. J'aurais pas osé dire ça, mais bon. Et je rappelle pour le public, on a 5 invités en studio. Dominique Lapierre, qui est directrice générale du théâtre de la ville à Longueuil. Jean-Marc Desjans, qui est poète-écrivain québécois, qui a enseigné pendant 30 ans au cégep Édouard-Montpetit. Véronique Bigra, qui est directrice marketing au sein du groupe Faneuf. Le groupe Faneuf, qui est un groupe familial, qui est présent à Longueuil depuis 54 ans. Il y a Vincent Pascal, qui est directeur général et artistique du théâtre Tout-Terrain. Et Stanley Février, qui est un artiste québécois multidisciplinaire, qui est né à Port-au-Prince, mais qui vit ici à Longueuil depuis 30 ans. Et oui, bien sûr, il est actif ici à Longueuil, puis il va nous en parler tantôt. Il est obligé de se déplacer à Montréal souvent pour produire, mais il rayonne aussi au niveau international, avec une carrière qui est fort impressionnante. Alors, on a abordé dans la première partie l'importance de la culture dans nos sociétés, les annonces faites par le gouvernement de la CAQ au niveau du 200 millions. On a dit, ça peut pas juste être du béton. On s'est fait rappeler quand même que ce ne sera pas du béton. Ça va être des projets, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Mais une fois qu'on a parlé du gouvernement du Québec, il faut parler de Longueuil. Et est-ce que du côté de Longueuil, oui ou non, la culture, c'est une priorité? Moi, j'avais envie, avant de commencer la discussion, de vous faire entendre un extrait d'une entrevue que Sylvain Massé, qui est un comédien, aussi membre du conseil d'administration de l'UDA, qui réside, je pense, à Longueuil, qui s'est entretenu avec Charles Gaudreau il y a peut-être 2-3 semaines et qui aborde à peu près pendant 1 minute la question du financement de la culture à Longueuil. On l'écoute. L'argent que le CAL ne lui permet pas de répondre à son mandat. Et les augmentations sont tellement minimes qu'ils ne correspondent pas à leurs besoins. Et tu vois, l'autre raison pourquoi je suis allé au conseil d'agglomération, c'est qu'il y a une entente fantastique qui s'appelle le partenariat régional avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. À chaque fois qu'une municipalité investit un montant, le MAMACH, le ministère des Affaires de municipalité et de l'habitation, double ce montant-là. Et le CAL double le montant doublé. Ça veut dire qu'en ce moment, la ville de Longueuil
Longueuil... Le CALC, le Conseil des arts et lettres du Québec. OK. Oui. Donc là, par exemple, Longueuil Aglo vont investir 50 000, ce qui fait que le 50 000 devient 200 000. Alors, trouve-moi un investissement aussi fructueux, aussi rapidement. Là. Et là, nous, on reçoit 50 000 depuis 2017. Alors, c'est ça que moi, j'ai déposé à la ville, à l'Aglo, en leur disant, écoutez, je suis convaincu qu'il n'y a aucun employé municipal d'aucune des municipalités qui a eu aucune indexation depuis 8 ans. Là. Nous, avec 50 000, puis si on augmentait... Moi, j'ai fait un calcul rapide avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. L'an passé, il manquait 100 000. Avec 100 000, là, on faisait tous les projets de qualité qui ont été déposés. Alors, Sylvain Massé soulève quand même une question assez fondamentale qui est celle du financement de la culture. Spontanément, est-ce qu'on finance correctement, oui ou non, et à la bonne hauteur, la culture du côté de Longueuil? Qui a le goût de se lancer? Oui, Dominique? Je peux me lancer. Mais c'est sûr qu'on trouve toujours qu'on n'est pas assez financé. Point. Ça, c'est sûr. Donc, à la base, je pense qu'on pourrait toujours être plus financé. Nous, par la Ville de Longueuil, on est financé à 5 % de notre budget d'opération. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu une augmentation. Ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas d'augmentation et en 2022, on a déposé des chiffres à la Ville de Longueuil en leur démontrant que par habitant, on recevait moins que dans plusieurs autres lieux culturels, d'autres diffuseurs pluridisciplinaires dans d'autres municipalités. Et la Ville a agi à ce moment-là et nous a augmenté. Pas autant qu'on aurait voulu, naturellement, c'est toujours ça, mais on a quand même eu une augmentation. Donc, je pense qu'il faut regarder certaines choses positivement également. Sylvain parlait de l'entente de développement culturel. Le Bureau de la culture, cette année, a fait une initiative quand même intéressante par rapport à ça. La Ville de Longueuil n'a pas d'argent supplémentaire. Ils le disent, le budget est très, très serré. Ce qu'ils ont de la difficulté à faire, c'est de mettre de l'argent supplémentaire et pour pouvoir avoir de l'argent de cette entente de développement culturel, il faut être capable de mettre le 50 %. Donc, supposons qu'il y a 100 000 $ qui est mis sur la table par la Ville. C'est comme ça qu'on peut aller chercher de l'argent de l'entente de développement culturel. Le Bureau de la culture est venu avec une idée en disant, bien, si on s'adjoint 2 partenaires qui auraient peut-être la possibilité d'en mettre un 50 % pour aller chercher de l'argent supplémentaire sur le territoire. Donc, ils ont proposé que le Conseil des arts de Longueuil et le Théâtre de la Ville puissent contribuer à un 50 % pour aller chercher de l'argent supplémentaire au ministère. Et le ministère a accepté cette entente. Donc, il y a quand même un petit peu plus d'argent qui s'en vient sur le territoire, malgré tout, par cette entente. Vincent Pascal? En fait, je pense qu'au niveau du financement, on est toujours un peu pris entre l'arbre et l'écorce, dans le sens que, on est content, on reçoit déjà une partie du financement local, du financement qui est fait par la Ville, par le Conseil des arts et des lettres, le soutien qu'on peut obtenir du Bureau de la culture et des bibliothèques, qui se place un peu comme un diffuseur. Il va acheter des spectacles, il va acheter des représentations, il va offrir de l'art à ses citoyens. Donc, on peut pas juste sortir dans la rue avec une brique, un fanal, puis dire hey, « ça n'a pas de bon sens, on n'en a pas assez ». Ceci étant dit, je pense qu'il y a des initiatives qui font en sorte que, oui, il y a peut-être plus de financement qui s'annonce disponible. Quand on voit les bourses qui sont offertes au Conseil des arts de Longueuil, on est super content et très, très fiers d'avoir un Conseil des arts à Longueuil. Quand on regarde le pourcentage des budgets des différentes organismes, ce qu'on est capable de venir combler avec ces sous-là, ça demeure, je veux pas dire marginal, mais ça reste de petits pourcentages. Je vais le dire comme ça. Après, est-ce que ce serait le rôle de la ville ou du local de financer davantage que ça? J'en suis pas certain. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que le soutien, le financement, c'est pas juste de l'argent. Il y a moyen si on communique davantage, s'il y a davantage d'énergie qui est investie dans le rayonnement, dans la promotion de la culture auprès des citoyens, mais ça fait en sorte qu'il y a d'autres sous qui peuvent arriver, des sous de la part du public, des sous de la part des investissements en privé. Est-ce que la culture locale, elle est vraiment mise de l'avant par les entreprises locales, les commerces de la rue Saint-Charles, les grandes entreprises qui sont à Longueuil? Molson vient de s'installer. Qu'est-ce que ces grandes entreprises, c'est quoi la place que ces entreprises-là prennent dans le rayonnement de la culture locale, de la culture municipale? Je pense que ça, c'est aussi des questions qui sont importantes à se poser parce que, comme Mme Miron mentionnait, on peut pas juste se placer puis dire « Hey, on a des problèmes et nos problèmes sont les problèmes de tout le monde, vous allez les régler en nous donnant de l'argent. » On n'est pas crédible en faisant ça. Par contre, s'il y a davantage de concertation, s'il y a vraiment de l'énergie puis de l'intelligence qui est mis autour de cet enjeu-là, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles. Oui, Benoît? Monsieur Desjans, moi, je voulais vous entendre sur le fait de la proximité
proximité entre les artistes. Est-ce que les artistes à Longueuil se connaissent, se rencontrent, sont au courant de ce qui se fait ici, localement, à Longueuil? Très, très peu, en fait. Très peu. On en parlait tantôt. Par exemple, si je compare Longueuil, ou le vieux Longueuil, et Trois-Rivières, le vieux Trois-Rivières, je dis, c'est un monde qu'il y a entre les deux. Est-ce que Longueuil souffre de la proximité avec Montréal, ce qui n'est pas le cas de Trois-Rivières? Hein? Trois-Rivières, c'est à moitié chemin entre Montréal et Québec. Il s'est développé à Trois-Rivières toute une vie culturelle extrêmement riche, extrêmement vivante, et avec une volonté de la ville, du politique, avec une volonté de faire de Trois-Rivières une ville de culture, depuis surtout qu'ils ont perdu le papier, depuis que les grandes compagnies de papier ne sont plus là. Eh bien, c'est devenu une ville de culture. Avec plein d'événements, avec des salles de spectacle qui sont à proximité du musée des arts populaires, d'un musée plus traditionnel. Le Festival de poésie de Trois-Rivières, c'est tout de même 30 000 personnes par année. Qui assistent aux lectures, etc. C'est plate, la poésie, mais il y a 30 000 personnes qui aiment le plate par année depuis 1900. C'est quand même pas pire. C'est pas mal. Depuis 1985. Alors, j'ai l'impression, sans faire de comparaison, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette volonté dans le vieux Longueuil. Il y a plusieurs années, je travaillais à la SODAC, la Société de développement des arts et de la culture de Longueuil, et on avait fait une enquête. Combien y avait-il d'artistes professionnels dans tous les domaines, autant dans la verrerie que comédiens, que danseurs, qu'écrivains, etc. Combien il y en avait du centre d'achat Longueuil jusqu'à l'école, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas. Jean Rousseau. Hein? Jacques Rousseau? Jacques Rousseau. Non, L'école secondaire. Jacques Rousseau, l'école primaire. C'est Jacques Rousseau, hein, c'est ça. Eh bien, à cette époque, il y avait plus d'artistes professionnels dans le vieux Longueuil que sur le plateau Mont-Royal. Eh bien, je veux dire, les gens venaient habiter, mais finissaient par partir parce qu'il n'y avait pas grand-chose de vivant à Longueuil. Ils sont tous partis sur le plateau. Sont retournés sur le plateau et c'est dommage. Mais ce manque de vitalité, ce manque de vie culturelle, je pense que Longueuil est passé à côté de certaines décisions qu'elle aurait pu prendre. C'est intéressant ce que vous soulevez parce que, bon, dans l'extrait qu'on a entendu de Sylvain Massé, il parle de financement. Mais moi, j'ai écouté 2 fois plutôt qu'une l'entrevue qu'il a donnée à Charles Gaudreault. Et il rappelle à juste titre qu'en Montérégie, par exemple, Longueuil n'est pas la première. Hein? Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sorel. Comment ça se fait? Mais c'est ça qui est frustrant, en fait. Là, je m'exprime comme citoyenne parce Ben, qu'évidemment, Groupe Faneuf, on n'a pas de financement de la ville. J'ai le goût de dire, heureusement, là, c'est pas nécessaire. Mais comment ça, comme citoyenne, je sens pas que la culture fait partie des priorités de la ville. Ouais. Comment ça que la ville de Longueuil n'est pas assise à notre table ronde aujourd'hui? Est-ce qu'il serait temps qu'on prenne un positionnement? On sent qu'il y a d'autres enjeux, comme l'itinérance et autres. Mais je pense que ça serait important comme peut-être 5e ou 6e plus grande ville du Québec. Là, La 4e maintenant. 4e, on est bon, passé dans merci. l'Outaouais. Je pense qu'il est temps que la ville Gatineau. se positionne clairement, qu'on ait un plan de match clair pour dire soit qu'on délaisse complètement, mais si on embrasse la culture, ils doivent se positionner avec un plan de match clair, puis qu'on n'a pas de musée, il n'y a plus de cinéma, tu sais, c'est pas normal. On est une grande ville. Et pourtant, Ciné-club. Au théâtre de la ville. Oui, mais c'est quand même pas un cinéma, là. Là, on pallie. On avait Guzzo, ils sont fermés. Mais tu as raison, Dominique, mais là, on pallie
pour des choses qu'on prend pas de place. Tu sais. Mais avant que tu rebondisses, en termes de leadership, mais ici, il y a quand même le Conseil des arts de Longueuil, il y a le Bureau de la culture, puis il n'y a pas des bureaux de la culture partout dans les villes au Québec. Là. Je pense qu'il y en a 3, 4 villes qui ont un bureau de la culture. Donc, si ça ne prend pas la place que ça devrait normalement prendre, il y a quand même des organismes. Y a-t-il des problèmes de gouvernance, de leadership? Ben, je crois que je ne me rappelle plus votre nom, désolé. Jean-Marc. Jean-Marc a dit un point important quand il a parlé de Trois-Rivières et la volonté politique. Oui, Trois-Rivières, elle est loin de Montréal, mais on a l'exemple de Laval qui est collé à Montréal, où ce que les élus de Laval ont une volonté politique à faire en sorte que toute l'infrastructure de Laval est faite autour de la culture. Donc, Laval a fait un boom là, extraordinaire en quelques années en art. Je pense que ça nous prend cette volonté politique. Je pense que le problème qu'on a eu à Longueuil, c'est que nous, les artistes, les acteurs de la culture, on a porté ça pendant des années, hein, à bout de bras. J'ai l'exemple de Zocalo, le centre d'artistes Zocalo, le seul qui existe depuis des décennies, plus de 26 ans à Longueuil, ou Plein Sud, hein, qui vit dans un trou, désolé sans dénigrer, dans un trou du cégep depuis quoi? Combien d'années? Très longtemps. Très longtemps. Donc, le fait qu'on a pris ça en main nous-mêmes, hein, des vaches maigres parce qu'on est des passionnés d'art et de culture, mais c'est la volonté politique. Le Conseil des arts joue un rôle extrêmement important, sans qui je ne serais pas ici aujourd'hui. Hein. Ils m'ont donné ma première bourse de création, et là, ça m'a donné une estime de moi au niveau d'art en tant qu'artiste. J'ai fait « Wow, OK, ça veut dire ce que je fais est intéressant. » Ça m'a boosté, mais il y a l'autre étape. Vous voyez, il y a l'autre étape, une fois que j'ai commencé à produire de l'art, à faire de l'art, à aller vers le public. Il faut la diffuser. Il faut la diffuser. Donc, j'ai pris la rue et tout. Mais il y a un point important que je vais ajouter par rapport à la proximité du public. Il y a Agrégat qui est un centre d'artistes, vous voyez. Quand on parle d'itinérance, moi, durant la COVID, le Conseil des arts a fait un projet extraordinaire. Les studios éphémères dans le métro. Oui, on se rappelle de ça. Ben, comment voulez-vous un projet comme ça qui a gagné 2 prix, que d'autres villes, que je ne vais pas nommer, ont été influencées pour eux-mêmes implanter ce genre de projet dans leur ville, que nous, on a annulé le projet? Parce qu'on a rénové le métro. Ça n'existe plus. Et que l'initiative que j'ai prise pour Agrégat, on l'avait mis là, c'est 40 000 personnes qui passent au métro. On a été le centre d'artistes le plus visité. Record. C'est même pas un musée. 10 000 en un an. 10 000 visiteurs. Donc, tous les projets de développement qu'on a développés pour la communauté, médiation culturelle, là, on se retrouve à être mis dans une boîte et fermé. Merci, Stanley Février. Vincent Pascal, directeur général artistique du Théâtre Tout-Terrain. Tu voulais réagir? Ben en fait, c'est un peu le pendant de ce que j'étais en train de mentionner. Je parlais du fait que bon, la municipalité ne peut pas pourvoir à tout. Par contre, c'est ça. Normalement, l'adage, c'est quand on se compare, on se console. Dans ce cas-ci, quand on se compare, c'est un peu fatigant. Quand on regarde ce qui se passe on se console pas, c'est désolant? Ben, encore une fois, c'est peut-être pas à moi de qualifier comment on se sent quand on se compare, mais effectivement, quand on regarde des initiatives qui ont été prises dans plein d'autres villes de la Montérégie, dans plein d'autres villes de la Couronne Nord, tant au niveau des infrastructures que de la conciliation entre les différents organismes puis les représentants des organismes culturels, c'est là que c'est fatigant. Parce qu'effectivement, comment est-ce qu'on peut rayonner davantage sur large si chez nous, on a de la misère à avoir de la reconnaissance, puis on a de la misère à avoir des plateaux pour être diffusés, à avoir accès au public. Puis là-dessus, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'actions de communication. Très récemment, c'est fondé le ROPAL, le regroupement des organismes professionnels artistiques de la ville de Longueuil. Le Tout-Terrain en fait partie, le Théâtre de la Ville aussi. On est allé rencontrer, on était super contents. Le cabinet de la mairesse nous a reçus avec des élus, avec les gens du Bureau de la culture. Puis quand on a demandé si c'était possible de voir des budgets, de voir comment les sous sont investis en culture, on dit « Ah, mais le budget, c'est une grosse matrice, puis c'est un peu compliqué, ça va être difficile de vous montrer ça. »
Je vous crois, mais je suis vraiment pas pire pour faire des budgets dans la vie. Si vous me donnez un fichier Excel, d'après moi, je vais être capable de comprendre ce qui se passe un peu, tu sais. Puis je pense que c'est vrai pour, tu sais, avoir accès aux chiffres, c'est une chose. Voir comment cet argent-là il est investi. Puis après, tu sais, les studios éphémères, c'est vrai que c'est une super belle initiative. Est-ce que tout le monde à Longueuil en a entendu parler? Est-ce que tout le monde à Longueuil a eu la possibilité d'avoir accès à ce qui s'est créé dans ces studios-là? Est-ce que la population de Longueuil, est-ce que l'information se rend? Quand il y a des shows à Longueuil puis que c'est des artistes ou des organismes de Longueuil qui les donnent, je veux dire, en ce moment, tout le monde veut acheter local à l'épicerie. Pourquoi il n'y a pas un tag sur les shows des artistes puis des organismes de Longueuil en disant « Voici de la culture locale ». Je pense que si on est fier de ça puis qu'on la fait rayonner, on fait juste se donner davantage de moyens puis les sous, ils vont suivre. Le public, il va suivre. Est-ce qu'on souffre de l'ombre de Montréal? Hein? D'ailleurs, on est dans un studio où on voit le pont Jacques-Cartier, on voit Montréal. Est-ce qu'on souffre un peu en culture? Vous parliez tantôt de ceux qui se sont déplacés. À un moment donné, il y avait plus de gens de la culture à Longueuil, dans le vieux Longueuil, que sur le plateau Mont-Royal. Toi, tu nous dis que tu te déplaces. Souvent, les gens vont nous écouter, vont dire, ben moi, je prends le métro ou je prends mon auto, puis 5 minutes après, je suis à la Place des Arts. On est-tu un peu, entre guillemets, sous l'ombre de Montréal? Sous l'ombre, non. Ben, moi, je pense pas que c'est nécessaire d'être sous l'ombre de Montréal. Non, mais est-ce que Montréal fait de l'ombrage au rayonnement de la culture? 10-30, si on prend le cas de 10-30, il y a le théâtre de l'Étoile et tout. Il y a des activités pour tous ceux qui habitent beaucoup plus loin. Pouvez-vous me dire quelques villes? Et les gens Candiac et tout. Ils ne se rendent même pas à Montréal, ils ne se rendent même pas à Longueuil. C'est la même chose pour nous, au Théâtre de la Ville. Les gens viennent au Théâtre de la Ville. On a quand même 54 000 spectateurs par année qui viennent au Théâtre de la Ville. Oui. Donc, il y a un public. Il y a définitivement un c'est public. l'offre. Quand il y a une offre culturelle, il y a le public pour. C'est ça qui manque. Je pense que ce qui manque, puis Vincent en parlait, c'est le rayonnement de tout ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas un vide culturel à Longueuil. Là. Il y a des artistes, il y a le Théâtre de la Ville, il y a une offre foisonnante. Ce qui manque, c'est le rayonnement. C'est de dire, ben il y a une concertation et de tout mettre ça ensemble pour qu'il y ait une vitrine pour les artistes et les organismes culturels. Puis tout le monde en parle. Il n'y a pas de site web à la ville pour mettre toute l'offre ensemble, pour trouver qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Mais le Bureau de la culture, ça fait pas ça, là? Présenter une vitrine de ce qui existe à Longueuil? Non, malheureusement, ils n'ont pas les sous pour pouvoir faire la promotion de toutes les activités des organismes culturels et des artistes sur le territoire. Donc, ils autorisent ou pas un projet, mais... C'est centralisé à la direction des communications et il faut qu'il y ait une volonté au niveau de la direction des communications de la ville de vouloir mettre en valeur la culture. Tu voulais réagir? Oui. Ben, c'est-à-dire que quand on parlait d'écosystème un petit peu plus tôt, c'est de voir justement, il y a tellement d'intervenants, puis chacun détermine son mandat, chacun détermine sa mission. Ça fait en sorte que forcément, il y a des affaires qui vont tomber dans les craques du plancher. Puis dans ce cas-ci, ben, c'est la job de qui? Faire rayonner la culture locale. C'est pas si clair que ça. Puis, en quelque part, c'est correct aussi, dans le sens que chacun est maître chez soi, puis détermine ce qu'il a envie de faire. Sauf qu'au final, ben, ça fait en sorte que dans un milieu où, comme Jean-Marc le mentionne, il y a énormément d'artistes, il y a énormément d'organismes, il y a énormément de volonté. Je trouve ça important ce que Stanley dit aussi autour du fait que, par passion, tout le monde a envie de se mobiliser puis de générer de la culture locale. Est-ce que ça lève autant que ça pourrait lever? C'est sûr que non. Après, elles sont où les solutions? Puis je pense que oui, à quelque part, c'est à la fois de la volonté politique, mais je pense que aussi, ben, c'est de démontrer je peux dire, pas la pertinence puis la crédibilité, elle est là. La qualité de ce qu'on fait, elle est là puis elle est reconnue. Maintenant, est-ce que... Il faut la faire connaître. Mais quand Dominique parle de rayonnement, c'est ça. C'est que le public, que les intervenants de l'écosystème aussi, ils sachent la particularité là. Puis pour revenir à ta question, est-ce qu'on souffre de l'ombre de Montréal? Si c'est le cas, c'est un cas de mentalité, autant pour le public que pour les artistes. Si tu es fier de ce que tu fais ici, il n'y a personne à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis c'est pas une distance géographique. Il n'y a personne qui souffre de Montréal, puis il n'y a personne à l'Assomption ou à Terrebonne qui souffre de Montréal, puis ils sont pas particulièrement plus loin. Au contraire, je pense que n'importe quelle famille, spectateur va être content d'avoir une offre culturelle riche, locale, d'avoir à se déplacer moins, puis va être content de participer à... Encore là, c'est ça, est-ce que tu te places comme un client ou est-ce que
tu te places comme un citoyen. Si tu participes à ta culture locale, comme spectateur ou autrement, ben forcément, les retombées, elles vont continuer par extension. Mais dans ce cas-là, Stanley, si la première chose que vous nous avez dit tantôt, c'est s'il y a autant d'artistes, comment ça se fait-il qu'il n'y a pas de local de création à Longueuil? Puis pourquoi c'est compliqué, même pour vous, de vous trouver un local de création? Ben, vous savez, la culture, c'est dans les budgets de la ville ou n'importe quelle ville, c'est le dernier endroit où on investit de l'argent. Quand il y a des coupures, c'est le premier endroit où on va faire une coupure. Mm-hmm. Donc, c'est important de voir les priorités. Quand il n'y a pas de retombées économiques majeures, on n'est pas prioritaire. Et surtout, l'art, je dirais, au Québec, il y a une culture qu'on doit faire. On doit éduquer les gens à comprendre la valeur de l'art. Pas seulement les gens, nos élus aussi. Il y a une pratique à faire. Je vais vous donner un exemple concret. Bon, je vais le dire quand même. Allez-y. Genre, on a Agrégat, on a un gros projet de manifestation d'art annuelle. Donc, notre budget a été coupé et la personne qui a coupé le budget, c'est même pas c'est quoi Agrégat, c'est même pas c'est quoi notre projet, l'impact que ça va avoir, non seulement sur l'organisme, mais surtout le public, les gens qui ont accès à cette offre culturelle qu'on donne. Vous voyez? Mais pourtant, on n'a pas d'études, on n'a pas des trucs qui nous disent... Les études sont là. Alors, on ne se fie pas à ces études-là pour... On a une étude, l'Université de Sherbrooke, ils ont fait une étude en suivant Agrégat sur un an de voir c'est quoi l'impact réel, physique de l'endroit pour qu'on est là. Je vais vous donner un exemple. En 2020... Rapidement, parce qu'il nous reste 30 secondes. Durant la COVID, il y avait les itinérants qui traînaient au métro. Il n'y avait pas de toilettes pour eux, ils chiaient partout. Alors, en étant là, Agrégat, là, il y a une transformation. Ces gens-là venaient voir nos expos. Ils venaient au vernissage. Ils se sentaient importants. Ils prenaient part. Ça a changé leur comportement. Et la ville a amené des toilettes pour eux. Il y a eu un changement concret. Ça, c'est l'art qui l'a fait. Donc, on voit les retombées réelles pour la population. On parle de financement, on parle de gouvernance, on parle de production, de diffusion. Après la pause, on a-tu besoin d'une grande salle de spectacle à Longueuil? On est de retour à Franchement les Tourneaux, notre émission spéciale L'avenir de la culture à Longueuil. Rapidement, je rappelle, Stanley Février est avec nous en studio, un artiste québécois multidisciplinaire. Vincent Pascal, qui est directeur général artistique du Théâtre Tout-Terrain. Véronique Bigra, qui est directrice marketing au sein du groupe Faneuf, une entreprise qui existe depuis plus de 50 ans à Longueuil. Il y a Jean-Marc Desjean, qui est poète, écrivain québécois, qui a enseigné pendant 30 ans au collège Édouard-Montpetit, et Dominique Lapierre, qui est directrice générale du Théâtre de la Ville. On a parlé des annonces faites par le gouvernement de la CAQ, on a parlé du financement, la place que la culture occupe au Québec, mais aussi et surtout à Longueuil. On s'est laissé tantôt, avant la pause, en disant on va discuter maintenant de ce fameux projet qui date depuis quand même quelques temps. On va avoir une grande salle de spectacle avec un théâtre et tout à Longueuil dans les prochaines années. Je vais revenir à Sylvain Massé qui était avec Charles Gaudreault récemment, qui en a parlé. Un extrait, puis après on revient pour la discussion. On est pris pour acquis. Regarde, c'est une banlieue de travailleurs, travailleuses en culture qui travaillent à Montréal principalement. Ben ça, on nous prend. On est dans une logique de consommation. Quand on se fait dire, on est à côté de Montréal. Oui, on est à côté de Montréal, mais en ce moment, 70% des artistes de la Montérégie traversent le fleuve pour aller travailler. Pour moi, ça, c'est une perte économique. Et écoute, il y a une étude, je sais que s'il y avait un complexe culturel, Sylvain, là, on travaillerait pas plus à Longueuil. Je dis, je m'inclus là-dedans. Ben oui, parce que, regarde, c'est pas compliqué. On prend le printemps culturel. OK? Le printemps culturel où on a une concentration, tous les organismes en loisirs culturels qui présentent leur spectacle de chorale, leur spectacle de danse. En ce moment, on n'a pas suffisamment de plateaux culturels à Longueuil pour accueillir tous les gens qui font du loisir. Donc, les gens sont obligés de louer à Saint-Bruno, de louer à Montréal. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on utilise au maximum les plateaux culturels pour le loisir culturel, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour les professionnels. Donc, tous les créateurs professionnels doivent, eux autres aussi, aller créer à l'extérieur de la cité. Et ça, pour moi, c'est inadéquat. Puis même si demain matin, on réalisait le projet du complexe culturel, on serait encore et toujours en déficit de plateau. On est de retour, donc, Dominique Lapierre. C'est
c'est moi qui est on the spot. Ben quoi? Non, mais on en a déjà. Non, mais on a déjà parlé de ça. Jadis dans une campagne électorale. Oui, jadis naguère. Comment tu réagis quand tu entends Sylvain Massé parler de cette question? Bien, c'est sûr qu'on a besoin d'une nouvelle salle de spectacle, mais là, je prêche pour ma paroisse aussi. Là, ça fait 15 ans que le Théâtre de la Ville travaille sur un projet d'une nouvelle salle. Le projet a été mis sur la glace en 2021, faute de financement parce que les coûts avaient gonflé. Nous, de notre côté, on continue de travailler ardemment sur un projet. On a redéveloppé un concept, étant donné que le gros complexe culturel là, qui regroupait plein d'organismes et qui était devenu plus grand ne verra pas le jour. Nous, on a décidé de faire une esquisse, de regarder comment ça pourrait se décliner. Nous, vraiment, ce qu'on a en tête, c'est de créer un milieu de vie. Oui, une salle de spectacle, ça, c'est sûr et certain, parce que c'est... Pour le public, explique, le Théâtre de la Ville actuellement, là, il est situé au cégep Édouard-Montpetit. Exactement. Quelqu'un qui n'est pas trop familier là, va se dire... On a 2 salles de spectacle au cégep Édouard-Montpetit. Et ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'on a besoin de renouveler. Ça fait 35 ans que les salles ont été bâties. Puis on s'entend que ce sont des salles qui ont été bâties. La salle Jean-Louis Millette a été bâtie dans un ancien gymnase. Et la salle Pratt, c'est l'ancien auditorium du cégep. Ça satisfait très bien des besoins professionnels pour l'instant, mais là, nos salles sont vétustes. On a vraiment besoin d'avoir un renouveau. Avant que les gens désertent, parce qu'au fil du temps, le théâtre en 35 ans a vraiment fidélisé les gens de la Rive-Sud. On a un public fidèle, on a un public qui est avide de découvertes. On a une programmation foisonnante. On a augmenté notre programmation, mais avant que le public nous déserte et aille dans des salles qui sont rénovées et des salles qui se construisent ailleurs, sur d'autres territoires, bien, nous, on a besoin, comme 5e grande ville, on a besoin d'avoir une salle digne d'une grande ville. On ne l'entend pas dans l'extrait que je vous ai fait jouer, mais Sylvain Massé explique qu'il y aurait, semble-t-il, parce qu'il est intervenu, lui, au niveau de l'agglomération, au niveau de la ville de Longueuil, il a posé des questions et on s'est fait dire, semble-t-il, qu'il y avait une étude, là. Il y avait une nouvelle étude qui est menée en ce moment. Ben, pensez-vous que ça va aboutir un jour, notre ami Vincent Pascal? Je ne suis pas super bon pour prédire le futur. Ceci étant dit, j'ai de la misère à être optimiste dans la mesure où est-ce qu'on sait que le projet du renouvellement du Théâtre de la Ville, il existe depuis fort longtemps. Avec Dominique, on se connaît bien. J'ai travaillé au Théâtre de la Ville pendant 20 ans. Et à l'époque où c'était Mme Marois qui était au pouvoir en tant que première ministre, il y avait déjà un projet de complexe culturel. Puis on se demandait si ça allait être près de la sortie Ronan-Terrien, si ça allait être près du métro Longueuil. On attend encore la première. Il a même déjà été inscrit au programme des infrastructures. Absolument. Puis évidemment. Et il ne l'est plus aujourd'hui. Effectivement, il a été retiré du PQI il y a 2 ans. Puis ben c'est dommage. Puis je pense qu'un projet de grande envergure comme ça va toujours être un peu fragilisé par le fait que ça prend des investissements de plusieurs strates politiques pour arriver à ces moyens. Au-delà de ça, je pense que, un peu comme le mentionne Sylvain dans l'entrevue, faut pas se leurrer. Je pense pas qu'une grande salle, ça répond à toutes les problématiques. Puis je pense d'ailleurs qu'un des enjeux que la culture, à une échelle peut-être plus large dans la province, ce qu'on vit en ce moment, c'est il y a vraiment un assèchement des petits et des moyens milieux. Là où, pendant longtemps, les spectateurs, les familles allaient aller voir quelques représentations différentes dans l'année à 20, 25, 30 $ le billet. Maintenant, tu vas voir un show au centre. Je trace à gros traits le portrait, mais tu vas voir une grande production qui va te coûter 200 $ le billet. Puis ton argent en culture est investi. Et parce que t'as justement moins de petits lieux de diffusion, parce que t'as moins de lieux de diffusion moyens, mais ça fait en sorte que pour la relève, pour plein d'artistes émergents, c'est plus difficile d'accéder à ton milieu. Je pense que l'humour a réussi à se construire à ce niveau-là, un écosystème un petit peu, tu sais, avec des endroits avec des petites jauges. Tu peux jouer devant 50, 100 spectateurs, faire la tournée des bars, puis après ça, accéder à des moyennes salles, faire des premières parties, puis ensuite, puis bon, je trouve que ce portrait-là, il est très, très vertical. Ceci étant dit, ça prend des petits espaces, ça prend des moyens espaces. On parlait de locaux de répétition tantôt. Oui, mais dans un complexe,
complexe, il n'y a pas juste une salle de spectacle. Idéalement, en tout cas, évidemment. moi, une des choses que je souhaiterais, puis je serais content d'être invité autour de la table le jour où on jasera de comment on va répartir le locaux dans un grand complexe culturel à Longueuil, mais c'est de s'assurer en fait qu'il y a de la place pour les petits, les moyens et les grands joueurs, parce que la culture, c'est pas juste la haute culture, c'est pas juste l'opéra. On a besoin d'avoir aussi, je pense aussi en théâtre jeunesse. On peut pas avoir des grandes jauges en théâtre jeunesse. Les enfants, ils sont pas bien. Je pense, Vincent, on l'a au Théâtre de la Ville. Oui, absolument. Il faut quand même mentionner qu'on a une salle de 400 personnes qui est des petites jauges, on les réduit, on est capable d'avoir une salle hybride, donc on a des productions qui viennent avec 200 personnes. On a un studio de création où on fait des jauges de 80 personnes en jeune public. Donc, je pense que ça, il faut quand même le mentionner. Là, on n'est pas dans un grand complexe culturel, tout avec... on est au cégep, nos locaux sont là, mais on a quand même une offre qui est très, très diversifiée au niveau des jauges. Je suis super d'accord, puis merci de le spécifier si c'était pas ce qui ressortait de mon discours. Je pense juste que, en fait, si on a l'impression que des fois Montréal nous fait de l'ombre puis qu'on a un peu le complexe du petit, ben on fait comme mais si on a des grandes infrastructures et si on devient big, ben là à ce moment-là on va avoir le rayonnement, puis je pense qu'il y a un danger à juste voir les choses de cette façon-là. Stanley Février, tantôt vous disiez il faut pas juste investir dans du béton. Bon, on a bien compris que les annonces faites par le gouvernement vont aller dans de la production, mais en même temps pour Longueuil vous rejoignez nos autres invités. Absolument. Ça prend une infrastructure qui est capable d'accueillir tout ça. On avait même déposé un projet à la ville pour le marché public. Oui, donc, oui. On avait vraiment développé... Qui est à côté de l'aéroport. Exact. Un super méga projet pour développer une autonomie de la culture avec des retombées économiques. Mais malheureusement, à la dernière minute, on a été injecté du projet, mais le projet est encore là. Mais je pense qu'il y en a des espaces. Il y a une... je ne sais pas quel mot utiliser, il manque de la créativité, il manque le prise de risque, il manque de vision. Je pense que le problème de Longueuil... Il manque d'argent aussi, parce que c'est quand même... Mais c'est pas... les ressources n'est pas uniquement monétaire, parce que lorsqu'on est en culture, ça nous prend une vision. Donc, en ayant une vision de long, court terme, là, on va quelque part. Parce que quand on pense que nous, en tant qu'artistes ou producteurs, on n'a pas d'argent, là, on doit toujours se débrouiller pour créer quelque chose. Donc, je prends l'exemple d'Agrégat. On n'a pas d'argent, mais on fait avec ce qu'on a pour donner une offre culturelle au public. Parce qu'il y a 40 000 personnes qui prennent le métro, qui passent à côté de nous. Donc, comment on utilise cet espace-là? Comment on utilise cette clientèle-là pour nous adapter à un manque de culture dans le métro de Longueuil? Je pense que les ressources sont là. On a des moyens. On a des moyens à Longueuil. On a des lieux à Longueuil, je suis convaincu. Donc, on a besoin de lieux. On a besoin de vision artistique à court et à long terme pour être conscient sur le terrain, écouter les créateurs et les agents culturels et les gens qui travaillent dans la culture, qui connaissent les besoins réels de ce qu'on a et les décisions, quand elles doivent venir, exemple, si on décide de couper en culture, mais qu'on consulte ceux à qui ça va affecter et quel impact ça va avoir. Quel impact ça va avoir sur la population? Qu'est-ce qu'on enlève aux citoyens, aux citoyennes qui payent des taxes? Donc, je ne peux pas croire qu'on est dans une ville où ce que les citoyens et citoyennes ne peuvent pas avoir accès à la culture dignement. C'est ça, moi, parfois. C'est-à-dire que les gens ont accès à de la culture, mais dans une ville, peut-être qu'ils ne se donnent pas les moyens pour faire en sorte qu'on a davantage accès à de la culture et de la production. Il y a aussi, il ne faut pas confondre entre le divertissement et la culture. Et ça, c'est un grand enjeu aussi de mettre bibliothèque, sport, culture ensemble. Donc, ce qui fait qu'une fois qu'on fait du loisir, c'est là l'autre danger aussi. Il y a beaucoup d'activités de loisirs. Donc, lorsqu'on répond à cette demande-là, on parle de masse, quantité, non pas de qualité. Donc, là, ça change. Donc, les entrées, le nombre de personnes qui en profitent, c'est hyper important. Donc, moins que tu fais un projet, il y a moins de public. On dirait que c'est dévalorisant parce que elle est où la masse? Donc, c'est ça que je pense que nos décideurs doivent voir, les élus, de comprendre le rôle de la culture, avoir une proximité avec les créateurs et les lieux de diffusion.
côté du groupe Faneuf, j'imagine qu'une nouvelle salle de spectacle, ça serait le bienvenu à Longueuil? Oui, bien sûr. Nous, on a la chance, on est obligé d'exporter généralement là, dans d'autres villes nos talents, nos spectacles. Mais j'aimerais rebondir un peu là-dessus puis dire, faisons place à l'aide du privé. Pourquoi qu'on attend toujours après la ville? Je ramène un vieux projet que nous, on chérissait en 2019. On avait déposé un projet d'acheter l'église Saint-Marc, juste ici, qui était à vendre. Puis on a présenté notre projet à la ville. Ça se voulait une petite salle de 200 places, un cabaret, qui aurait pu avoir autant du théâtre, évidemment, de l'humour, de la relève, mais qui faisait aussi, on avait une grande adhésion de la part des commerçants, puis qui allait amener chaque soir, peut-être 6 soirs par semaine, des gens, là, tu sais, 100, 200 personnes chaque soir dans le parc, la rue. Tu sais, la rue, elle est désertique actuellement, puis on n'est pas en compétition avec le théâtre de la ville. C'est tout le monde ensemble, on peut s'aider, puis on s'est fait bloquer, je rentrerai pas dans les détails, c'est une vieille histoire, là, avant pandémie, mais pourquoi on n'accepte pas aussi la contribution du privé pour faire vivre des projets, puis donner de l'espace aussi aux créateurs, parce qu'on chuchotait durant la pause, mais on se dit, c'est épuisant pour les artistes aussi, toujours se battre, pas de lieu, pas d'argent, puis on est toujours obligé de mettre notre chapeau de financier puis de banquier, puis ça l'empêche la créativité dans ce temps-là. Bien justement, est-ce que dans ce cas-là, si on introduit le privé dans la culture, est-ce qu'il faut toujours après se fier à la rentabilité des projets? Est-ce qu'au départ, on va avoir une ouverture? Puis après, est-ce que si c'est seulement les humoristes qui attirent du public, on va se tourner vers les choses qui sont plus rentables? Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce niveau-là de l'introduction du privé dans la culture? C'est peut-être mon chapeau de femme d'affaires, mais moi, je me dis, tant mieux si ça l'amène des sous puis que ça fait rejaillir la culture à d'autres niveaux. Moi, je pense que quand la communication elle est ouverte, quand c'est transparent, on peut déjà établir des bases puis de se dire comme, hey, ça va nous permettre d'ouvrir sur le monde, puis de présenter des expositions dans le foyer. Puis on peut faire beaucoup de choses. Fait que moi, non, au contraire, je vois ça comme une locomotive, en fait. Comment vous réagissez, vous, le Théâtre de la Ville, quand vous entendez ça? Il faut faire de la place pour le privé. Parce que effectivement, il est question d'argent aussi, là. Est-ce que c'est l'État, la Ville, les priorités, les projets, les partenariats privés-publics, ça marche-tu? C'est sûr que, comme dit Véronique, tant que ça n'entre pas en compétition avec ce qu'on offre, nous. Parce que c'est sûr et certain que, supposons qu'il y avait une grande salle de spectacle privé qui ouvrait là, dans un rayon assez proche de nous, c'est sûr que ça ferait mal au Théâtre de la Ville. Nous, on a besoin d'avoir les spectacles d'humour pour remplir notre grande salle, pour pouvoir financer les artistes. Mais c'est un partenariat avec ton projet privé? Si la Ville chapeaute le truc, mais qu'il y a un partenariat pour financer du développement... Là, ça dépend toujours comment le privé le fait et s'ils veulent redonner à la communauté, parce que c'est toujours ça. Si c'est une question de rentabilité, mentionnait qu'il faut que ça soit rentable, tout ce qui est l'émergence, la danse, le théâtre de création, ça va prendre le bord en premier parce que c'est pas rentable. Ce qui est pas rentable, tout ce qui est le jeune public, il y a des études qui sont sorties qui disent que plus tu fais du jeune public, plus tu creuses ton déficit chez un diffuseur. Nous, on a pris le pari de faire de plus en plus de jeunes publics. On est passé d'11 000 jeunes, on va finir cette année à 17 500. C'est sûr et certain qu'il faut qu'on soit capable, comme diffuseur, d'aller chercher des choses qui sont plus rentables pour pouvoir faire ce qui relève de notre mission. Si tout s'en va au privé pour ce qui est rentable, il faut que ça revienne d'une autre façon. Il va falloir qu'on soit financé, vraiment très financé par le public pour qu'on soit capable de livrer notre mission. Donc, c'est là où c'est dangereux d'inclure le privé, dépendamment de la conception et de la mentalité du privé qui intervient dans ce projet-là. Vincent Pascal, du côté du théâtre? En fait, j'abonde dans le même sens que Dominique, puis je suis pas surpris d'entendre des propos aussi avisés, dans le sens qu'effectivement, il y a parmi les peut-être des conceptions qui sont un petit peu difficiles à concilier dans le domaine de la culture, c'est la culture en tant qu'art, puis la culture en tant que consommation. Puis on peut pas s'extraire de l'économie de marché dans laquelle on se trouve. Par contre, si on fait juste obéir au raisonnement, à ce qui est rentable ou pas, là, à ce moment-là, on se met dans une drôle d'affaire. Dominique l'a mentionné. En théâtre jeunesse, là, faire de l'argent, ça n'existe pas. Plus tu joues ton spectacle, plus il te coûte cher, mais moins tu as accès à du financement. C'est comme ça que l'écosystème fonctionne en ce moment. Donc, un succès, au final, ça l'endette, le producteur. Plus tu roules ton succès. Donc, si on fait juste penser avec des logiques d'économie de marchand, on va se tirer dans le pied. Par contre, si on réfléchit
comme un écosystème, où est-ce qu'on est capable de voir, où est-ce qu'on est capable d'oxygéner le truc, où est-ce qu'on est capable de faire de la place à des organismes que si on travaille pas dans ce sens-là, ils existeront pas. Par contre, on a besoin de la danse, on a besoin du théâtre jeunesse qui va aller générer du public, on a besoin d'avoir des artistes qui sont peut-être pas rentables, mais qui génèrent de l'innovation, puis qui vont aller répondre à des besoins artistiques et culturels de la part du public que le divertissement puis la consommation fera pas. Mais on a aussi besoin d'éduquer le public pour qu'il ait envie à la fois d'aller voir le spectacle qui va peut-être le questionner davantage puis challenger davantage, puis le truc qui est un petit peu plus confortant. Mais le mariage n'est pas possible. Ben oui, absolument. Ben moi, c'est sûr que c'est possible. Mais oui. Ça doit exister. Absolument. C'est comme impossible que la culture survit sans le privé. Je pense, nous, à Agrégat, on est en train d'emprunter cette voie-là avec un projet qu'on a développé Art à faire et tout ça. Puis notre premier gros budget vient d'un projet d'art à faire. Donc, on n'aurait jamais pu avoir un montant aussi important. Mais ça, c'est plus du financement privé. C'est de la philanthropie, presque. Non, pas du tout. Pas du de tout. l'investissement. C'est vraiment de l'investissement, un projet d'affaires en culture. Donc, qui est rentable pour celui qui investit. Qui est rentable pour les deux parties. Donc, je pense que c'est la manière qu'on va fonctionner avec le privé. Pour moi, le privé doit contribuer à la culture. C'est fondamental. Exemple, si on a Amazon, les serveurs d'Amazon sur le territoire qui fait des milliards, comment que ce soit possible? La ville n'a pas signé une entente qu'Amazon verse un montant X en culture. Comment ce soit possible? Donc, c'est là, c'est une volonté politique. Donc, on donne trop sans rien prendre à Longueuil au niveau des entreprises. Il y a plus de 400 entreprises à Longueuil. Leur implication en culture. Donc là, il y a de l'argent à aller chercher. Là, vous avez fait signe de zéro là, pour les gens qui nous écoutent. Mais pour financer la culture. Mais pour ce qui est du financement en culture, moi, je pense qu'effectivement, le privé peut jouer un grand rôle au niveau du financement privé, au niveau de la philanthropie. Et ça, on le voit très peu en culture sur la Rive-Sud. C'est très difficile pour tous les organismes culturels de convaincre les entreprises sur la Rive-Sud de redonner en culture. Puis c'est difficile partout. Je dirais au Québec, là, c'est pas la priorité. Tantôt, on dirait que c'est pas la priorité au niveau politique parfois, mais c'est pas la priorité. Quand on regarde les études sur la philanthropie, sur le financement privé, la culture arrive toujours bon dernier en termes de financement. Donc ça, c'est le message que je livrerais, c'est important pour les compagnies d'avoir un écosystème culturel fort parce qu'il y a des employés qui vivent dans cet écosystème-là et de contribuer à l'écosystème culturel, c'est essentiel. Donc, les entreprises devraient contribuer. Ça prend le partenariat des 4 groupes pour qu'on ait une culture forte. Le privé, le public, les créateurs ensemble. Et on a des grands exemples à Montréal de ça. Oui, il nous reste peut-être un 6-7 minutes. Je voulais vous donner peut-être une minute. Qu'est-ce qu'on souhaite à Longueuil par rapport à cette question-là fondamentale qu'on a traitée déjà pendant presque 1h30 de l'importance et de la place de la culture? Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter en 1 minute et demie? Y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer? Dominique, tu étais bien parti tantôt. Bien, moi, je dirais que ce qui est réaliste à court terme, tantôt on parlait de rayonnement, je pense que c'est de mettre la culture au cœur de la ville en la faisant rayonner. Puis je pense que c'est très simple. C'est pas tant d'argent au niveau budgétaire de dire, ben on crée un espace pour pouvoir faire rayonner la culture, envoyer des messages aux citoyens, qu'il y ait des infolettes, tout ça est possible à des coûts qui ne sont pas faramineux. Puis je dirais que dans un rêve plus grand, ce qu'on aimerait, nous autres, c'est sûr, c'est d'avoir des infrastructures renouvelées. Ça, définitivement. Ça, c'est notre plus grand souhait et c'est ce sur quoi on travaille présentement. Jean-Marc Desjans, si vous aviez un souhait, une volonté par rapport à la culture et Longueuil? Ben, je souhaiterais à Longueuil, politiquement, d'être plus curieuse de la culture qui se crée à Longueuil. D'être plus curieuse. Il y a plein de choses qui se produisent en dehors de Longueuil. On est invité là, plein de trucs. Et le seul endroit
où il ne se passe rien, par exemple, pour les écrivains. Il y a beaucoup d'écrivains qui habitent Longueuil. Mm-hmm. C'est le seul endroit où il ne se passe rien. Alors, depuis tantôt, j'écoute tout ça. Je veux dire, on parle de la culture comme si c'était un spectacle. Ouais. Mais il n'y a pas que le monde du spectacle dans la culture. Et il ne se passe pas grand-chose au niveau littéraire. Par exemple, à Longueuil, rien. Dans 6 mois, je vais avoir une exposition dans une bibliothèque qui va durer 6 mois, l'exposition en question. Eh bien, c'est pas à Longueuil. Dommage. C'est à l'extérieur de Longueuil. Dommage. Pourtant, j'ai une salle à mon nom à Longueuil, mais l'exposition se fera... La salle, elle est à la bibliothèque... À la bibliothèque Georges d'Or. Georges d'Or, oui, c'est ça. Et il manque de curiosité, il manque d'ouverture, et il manque beaucoup d'infrastructures. Par exemple, il n'y a aucun éditeur à Longueuil, il n'y a rien. Tandis que, et c'est pour ça que les gens ne restent pas à Longueuil, c'est parce que leur éditeur est à Montréal, ou à Québec, ou à Trois-Rivières, mais rien à Longueuil. 30 secondes chaque, vous trois. C'est la valorisation de la culture en donnant les moyens aux créateurs d'accomplir ce qu'ils doivent être. Ça veut dire accessibilité au public, montrer ce qu'ils font comme travail et développer l'art au cœur du territoire pour les citoyens et citoyennes. Véronique? C'est une opportunité pour la ville de se décoincer puis de montrer que c'est une ville terrain. Puis j'ai le goût de dire, écoutons nos jeunes aussi. On n'a pas eu la chance d'en parler, mais la place de la jeunesse en culture, là, c'est notre public de demain. Il n'est pas vieux, lui. On va le faire conclure. Vincent Pascal, directeur artistique du Théâtre Tout-Terrain. Valorisation de la culture locale, une vie culturelle qui est riche, qui est citoyenne. Je pense que oui, ça prend des infrastructures. Je pense que ça prend une volonté politique et économique. Ça prend de la vision, ça prend un rayonnement. J'essaie de résumer toutes les affaires, le fun qui se sont dites autour de la table aujourd'hui. Ça prend tout ça. Je pense que ça prend une offre multiple partout sur le territoire aussi. Je pense qu'il y a plein de citoyens qui habitent loin, qui habitent pas nécessairement près de la rue Saint-Charles, puis ils ont besoin de culture, eux autres aussi. Puis je pense qu'il faut aller vers les gens. Je pense qu'il faut amener la culture vers les gens pour qu'ils aient envie d'y participer. Merci. Merci infiniment. C'est extraordinaire quand même. Ça n'a pas été trop souffrant. On a quand même traité d'un sujet vaste, pas simple pour le commun des mortels. On a quand même été capable de le vulgariser. J'ai bien aimé votre appel sur la question de la littérature parce que c'est vrai que souvent, on parle de la culture comme si c'était un spectacle. Mais oui, bien sûr, il y a une dimension spectacle, mais il y a une dimension production, il y a une dimension littéraire. La place de la culture dans notre société, j'ai bien aimé aussi quand vous avez rappelé que ça a des conséquences économiques. Personne qui sort pour aller voir une chorale ou se déplacer pour aller... À chaque livre qui se vend, ce livre-là est lu par au moins 5 personnes. Exactement. Donc, quand t'en vends 100, il y a 500 personnes qui te lisent. Tu remplis une bonne salle avec 500 personnes. Jean-Marc Desjans, poète écrivain québécois que vous venez d'entendre. Dominique Lapierre, directrice générale du Théâtre de la Ville, merci infiniment. Véronique Bigras, associée directrice marketing au groupe Faneuf, merci infiniment. Notre ami du Théâtre Tout-Terrain, directeur général Vincent Pascal et Stanley Février, qui est un artiste québécois multidisciplinaire. Alors... merci infiniment d'avoir participé. On vous laisse en bonne compagnie avec Jean-Yves Lemay, puis on reprend la programmation normale la semaine prochaine à Franchement les Tourneaux.